Sommes-nous tous atteints du syndrome NIMBY? Les NIMBY, ce sont ces particuliers ou ces associations qui s'opposent à la construction près de chez eux d'équipements polluants, malodorants ou bruyants, mais qui, nous dit-on, servent l'intérêt général. NIMBY, c'est la contraction anglaise de Not in my backyard. Traduisez où vous voulez, mais pas chez moi. Et c'est le thème de cette nouvelle enquête de région. Bienvenue à tous. Si demain je mets ma maison en vente, qui est-ce qui va me l'acheter? Mais personne, il n'y a personne qui va venir acheter une maison à quelques centaines de mètres d'une porcherie industrielle. J'ai même entendu un responsable de RTE nous dire que le pylône équilibre serait la signature de la PVL. Donc on aura effectivement en visuel 3-4 pylônes de 110 mètres de haut. Donc ça fera vraiment une impression d'un Jurassic Park. Là, on n'est pas contre l'éolien, on n'est pas des pros nucléaires, mais un peu ça va, mais trop c'est trop. Il s'oppose au passage d'une ligne à grande vitesse. Il refuse l'implantation d'une déchetterie, se mobilise contre une ligne à très haute tension. Les aménageurs cherchent à les amadouer, les maires les redoutent. Les juristes font tout pour les contourner. Ces associations se veulent le bras de fer de la démocratie participative. Elles se mobilisent pour faire tomber les projets qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Les Américains leur ont donc trouvé un nom, les NIMBY, Not in my backyard. Construisez où vous voulez, mais pas chez moi. Tout le monde tourne son bouton et souhaite avoir de l'électricité, tout le monde souhaite avoir du gaz chez soi, etc. Il faut bien, à un moment, aller trouver des solutions pour répondre à ces besoins des consommateurs. Il n'y a pas de besoin. S'il y a un besoin, c'est pour des choses qui ne sont pas utiles pour les gens. C'est pour faire de la spéculation sur le transport d'électricité. On vend de l'énergie d'un pays à un autre, etc. Et ça va appartenir à des multinationales un jour. Et ça, c'est pas ça. Et pour aller plus loin sur le thème de la démocratie participative, deux invités que nous retrouverons en duplex dans un instant. Tout d'abord, Delphine Eslan, vous êtes responsable de la participation citoyenne à la métropole européenne de Lille. Et Myriam Bachir, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Picardie Jules Verne, spécialiste de la démocratie participative. Merci mesdames d'être avec nous. On vous retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, plantons le décor. Ce décor que des riverains veulent essayer de préserver, bénéficier du confort technologique, oui, mais au détriment de son bien-être personnel. Alors là, la plupart du temps, c'est non. Alors dans cette enquête de région, 3 exemples, 3 reportages. Le premier a pour cadre la PVL, c'est l'un des poumons verts du Nord. Le projet d'installation d'un réseau de lignes à très haute tension provoque la fronde des habitants. De leur côté, élus et aménageurs prônent le principe de réalité. Alors qui emportera ce bras de fer? Un débat sous haute tension, c'est un dossier préparé par Myriam Chalcher, Sébastien Gurac et Jean-Christophe Raxi. C'est le peuple qui arrête un projet. C'est le peuple. On fait l'enquête publique, mais on n'écoute jamais les gens. Protégeons nos enfants, protégeons nos enfants, protégeons. Ce n'est pas dans l'intérêt général. Et donc, il faut faire tomber ces projets. Notre région a suffisamment subi depuis longtemps. Il faut arrêter. Il faut aller voir ailleurs. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous vivre. Première manifestation à l'âge de la retraite. Depuis, ils n'en ont manqué aucune. Bénédicte et Damien se sont installés dans ce coin de Pével il y a 9 ans. Et ce n'était certainement pas pour avoir une ligne très haute tension au bout de leur jardin. Quand la ligne va arriver, elle va passer par là. Et bien, il y aura 1, 2, 3, 4, voire 5 poteaux. De là, à là, à là et là-bas. Et ensuite de là, à là, on partira là-bas. À peu près à 250 mètres d'ici. Donc on aura effectivement en visuel 3-4 pylônes de 110 mètres de haut, avec, je vous dis, 20 câbles gros comme mon bras. Donc ça fera vraiment une impression d'un Jurassic Park, quoi. On sera entouré, puisque ça va quand même traverser tout le village comme un vrai serpent de mer. Ce projet, c'est un doublement de la ligne actuelle entre Avelin au sud de Lille et Gavrelle dans l'Arajois. 30 km en 2 fois 400 000 volts,
une puissance de 4600 MW et des pylônes 2 fois plus hauts. THT, 3 lettres devenues synonymes de rejet dans ce coin de campagne. On veut détruire tous ces petits villages du Pével. Non, pour nous, c'est effroyable. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande dans ce projet, c'est simplement de l'enterrer. L'enterrer ou de revoir entièrement ce projet, ou enterrer une puissance moindre de cette ligne électrique, hein, ce qui est très faisable, et donc l'enterrer sur les parties les plus exposées. On fait, la loi nous demande de faire des enquêtes publiques, on fait des enquêtes publiques, elles sont négatives par rapport à ce projet, mais on ne tient pas compte, on continue, c'est le rouleau compresseur. Conduite en 2016, l'enquête publique a débouché sur une déclaration d'utilité publique. Une validation de l'État, avec des réserves. RTE, le porteur du projet, a dû tenir compte de la contestation. Il y a eu quand même 5 années de concertation, un débat public, de nombreuses réunions, plus de 120 réunions nous ont permis d'échanger, de dialoguer avec tous les acteurs du territoire, les riverains, les élus, les associations opposantes aussi. Et notre projet a sensiblement évolué, il a été sensiblement amélioré. Avant, nous étions à peu près à 72 maisons à moins de 100 mètres des habitations. Demain, avec le projet, nous serons à 27 maisons. Donc nous avons réduit de moitié le nombre de proximités avec les habitations. RTE a tenu à nous montrer d'autres aménagements consentis grâce au débat public sur des lignes secondaires autour de la fameuse THT. RTE a pris la décision, suite aux discussions que nous avons eues avec les riverains et les élus, d'enfouir cette ligne derrière moi à 225 000 volts, qui est dans un paysage très urbanisé, au milieu des jardins. Et du coup, nous allons déposer cette ligne-là et la reconstruire en souterrain ailleurs. Selon l'opérateur, tout enterrer serait impossible pour une question de puissance et de coût. Mais il affirme avoir entendu les riverains, avec ces pylônes spécialement designés pour s'intégrer dans la Pével. Ils mesurent le double des précédents, les opposants crient au scandale. Dans leur rang, des élus. C'est un projet qu'on nous a expliqué à longueur de réunion pour nous dire combien il était bon pour notre territoire. J'ai même entendu un responsable de RTE nous dire que le pylône équilibre serait la signature de la Pével. Voilà, vous avez derrière moi le mont Pével. Je pense qu'on a des signatures beaucoup plus agréables que la future ligne. Jean-Marie non plus n'en veut pas de la THT au bout de son jardin. Mes petits-enfants, ma petite-fille viendront peut-être plus chez moi. Au cœur de son combat, les risques liés aux champs électromagnétiques. Dans ce dossier, il a compilé les recherches, toutes contestées par RTE. Cette étude démontre qu'il y a un risque accru de leucémie pour les jeunes enfants et le risque est de le multiplier par 2,6 quand l'enfant vit à moins de 50 mètres d'une ligne à très haute tension et de 1,6 quand il est à moins de 100 mètres. Le tracé, voilà. L'ancien chef d'entreprise est aujourd'hui l'un des porte-voix de la contestation. C'est ma retraite, c'est tout le plaisir que je peux avoir. Donc voilà, je passe la moitié de mon temps sur ce dossier. À travers des recherches partout, voire sur l'international. Vous pouvez me parler de micro-Tesla, de puissance, de champ magnétique, de tout. Aujourd'hui, j'ai fait des progrès, hein. J'ai beaucoup appris. Et pour Jean-Marie aussi, ça a été le début des manifs. Tant qu'on est dans les discussions, je pense que nous ne sommes pas aujourd'hui des révolutionnaires ou des anarchistes. Je pense que ça ira plus loin, oui. Ouais. Ça ira plus loin. Il faudra peut-être casser, un jour. C'est quand on casse que ça bouge, quoi. Ouais, malheureusement. Lui est un multirécidiviste du combat citoyen. Gabriel a mis le pied dedans quand un plan local d'urbanisme a menacé son joli petit village de Larajois. C'était en 2007. Il y avait 3 zones à urbaniser très importantes. Dans les zones en plus, des zones qui, d'après nous, d'après quelques-uns du village, quand on a découvert ça, étaient des zones vraiment à préserver. On savait qu'on allait avoir des risques d'inondation dans la partie aval du village. Donc on s'est dit, c'est pas faisable. Le projet, on l'a découvert fin février. Début mars, on a créé l'association. Fin d'année, donc le projet était mort. Première victoire. De fil en aiguille, Gabriel a plongé son nez dans tous les gros dossiers d'aménagement de la région.
On a le dossier de la centrale à gaz de Monchy. On a en lien le dossier des lignes très haute tension, la THT. On a ici le dossier des forages de gaz de couche. Il s'est donné une mission, interpeller sans relâche les porteurs de ces projets et si possible les faire plier. Il faut inciter les gens à s'impliquer davantage, à s'intéresser davantage, ne pas se laisser distraire, pas croire tout ce qu'on veut bien leur faire gober, etc. etc. Et ça m'a transformé, puisque finalement, de fil en aiguille, de projet en projet, je me retrouve en position finalement d'être impliqué sur des projets qui sont de plus en plus importants. Et ça marche, la centrale à gaz. On a fait tomber 2 projets de centrale. La ligne THT, en toute logique, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de besoin. S'il y a un besoin, c'est pour des choses qui ne sont pas utiles pour les gens. C'est pour faire de la spéculation sur le transport d'électricité. On vend de l'énergie d'un pays à un autre, etc. Et ça va appartenir à des multinationales un jour. Et ça, c'est pas ça. Ça ne correspond pas à des besoins du terrain, des gens. Son dernier cheval de bataille, l'exploration possible du gaz de couche. Aujourd'hui, la Française de l'énergie, via sa filiale Gazonor, exploite déjà le gaz de mine, le grisou. Présent dans les anciennes galeries de charbon, il s'échappe naturellement. Et son exploitation ne dérange personne. Le gaz de couche, lui, se trouve bien plus profondément enfoui dans la terre. Exploité en Australie ou aux États-Unis, voilà le genre de dégâts provoqués par son extraction. Like that. La dalle est fissurée ici, à cette porte-fenêtre, et de l'autre côté, là-bas aussi. On pense que c'est à cause des galeries de mines. Les galeries s'effondrent petit à petit et les dalles se fissurent. Ils vivent déjà avec un gruyère sous leurs pieds. Pour Michel et Richard, refouiller le sous-sol du bassin minier, pas question. Quel que soit l'endroit maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais, ça nous concerne. Parce que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est dans les mines, parce que mon père a été mineur, parce que mon père est mort de silicose. Et je trouve que donc on ne va pas continuer à rendre notre région vraiment redescendre en arrière. On ne doit plus toucher aux énergies non renouvelables. Michel et Richard sont mobilisés depuis 4 ans. En 2014, ils avaient organisé cet enterrement symbolique du projet de forage près de chez eux. Aujourd'hui, de l'Arajois à l'extrémité du bassin minier, plusieurs collectifs travaillent ensemble pour mobiliser la population contre les gaz de couche. Pierre, Gabriel, toujours le dernier, comme d'habitude. Comment il est? Bonjour. C'est là où ça les intéresse d'aller chercher, d'aller chatouiller la roche, parce que, je dis bien, naturellement, la faille, toutes les failles qui sont autour, font que le gaz va plus facilement sortir. Oui. Pour eux, c'est ça qu'ils ont en tête. Hein. Et on est bien d'accord que toutes ces zones faillées sont celles qui sont le plus denses en population. Ah oui, quand tu regardes, on est dans une population qui est quand même relativement pauvre ici. Si la nappe phréatique et le robinet est pollué, alors là, ça sera vraiment la catastrophe, une énorme catastrophe. Si le premier puits est à Lourches, j'irai manifester à Lourches. Peut-être m'enchaîner là-bas au puits. Mais quel que soit l'endroit, maintenant je suis parti dedans, complètement dedans, et quel que soit l'endroit où ils vont creuser, je serai là. Ça n'apporte rien, que des ennuis, que des impacts encore plus négatifs sur une région qui a été sinistrée. Mais quand est-ce qu'on va arrêter ? Quand est-ce qu'on va arrêter, je dirais, de continuer de sacrifier une région qui a déjà tellement donné ? Pour l'instant, la Française de l'énergie n'a encore rien programmé dans le Pas-de-Calais. Mais elle conduit plusieurs forages en Lorraine, comme ici à la Chambre. Ses dirigeants n'ont pas trouvé de créneau pour répondre à nos questions, alors nous sommes allés voir un élu régional. Pour lui, les mobilisations citoyennes sont légitimes,
Mais il oppose un principe de réalisme. Tout le monde tourne son bouton et souhaite avoir de l'électricité, tout le monde souhaite avoir du gaz chez soi, etc. Il faut bien, à un moment, aller trouver des solutions pour répondre à ces besoins des consommateurs. Si celle-là, qui est certes une énergie carbonée, mais qui restera, parce qu'on ne va pas demain être à zéro carbone sur tout le territoire national, je me dis que c'est dommage de ne pas, je dirais, voir si cette utilisation est possible. S'il y a du risque et qu'on évalue le risque, il est important, il est hors de question qu'on aille dans cette direction. En attendant, la Française de l'énergie dispose toujours d'une autorisation pour explorer le sous-sol de ce champ. L'équipe du collectif Ouïouïouï n'entend pas baisser la garde. C'est une énergie sale, il faut tourner la page. Et que la région, et que les gouvernements, les politiques, les élus et tout le monde montrent le bon exemple. On tourne une page et on se tourne. Cette nouvelle page, c'est les énergies renouvelables. Ce serait formidable pour la fierté de la région et des gens qui habitent la région, de démontrer qu'on est capable de tourner cette page. Du côté de la THT aussi, la mobilisation continue sur le terrain judiciaire. Les opposants ont déposé un recours devant le Conseil d'État en espérant encore faire tomber le projet. Alors les énergies renouvelables, justement, parlons-en. Et vous allez voir que là non plus, ce n'est pas si simple. Exemple avec les éoliennes. Alors évidemment, personne n'est contre le principe de l'éolien, mais personne n'en veut devant sa porte. C'est ce que vous allez voir dans le reportage qui suit. Pollution sonore pour les uns, pollution visuelle pour les autres. Partisans et opposants développent des trésors d'inventivité pour imposer leur point de vue. Alors les uns s'appuient sur des incitations financières pour promouvoir ces projets. Les autres exploitent la moindre faille pour pouvoir les faire capoter. Les éoliennes à bout de souffle, on pose la question. C'est un reportage signé Laurent Pénichou et Jérôme Arignan. Après les chevaux, les visons, les vaches, voici l'impact sur les poules. Les œufs sont jaunes, ça m'inquiète quand même. Au-delà de la visibilité d'une éolienne, il n'y a pas de nuisance en fait. J'ai des élus qui m'ont dit je suis contre, mais par contre, si elles sont sur mes terres, je suis pour. Ça leur rapporte 10 000 € par an sans rien faire, une éolienne. Le fait de percevoir de l'argent ne doit pas autoriser tout. Moi, je suis pour quand même, les éoliennes. T'en avais Non, j'en ai pas, mais il paraît que ça fait... Moi, je connais quelques personnes qui sont devant chez eux, il paraît que c'est assez... Un peu, ça va, mais trop, c'est trop. Nous sommes à Montagne-Fayel, dans la Somme. Sur cette commune, un parc de 6 éoliennes a été inauguré l'an dernier. D'autres projets sont en cours et quand on élargit le champ de vision, le regard bute sur quantité de machines, une cinquantaine dans un rayon de 10 km. Les habitants n'en peuvent plus. Je suis profondément écologiste dans l'âme. J'habite la campagne pour ça. Parce que j'aime la nature, j'aime son environnement. Je bats pour ça. C'est aussi parce que là, par la masse des projets, par la masse de cette énergie à la base renouvelable, peut créer effectivement certains soucis au niveau environnemental. Les Hauts-de-France sont particulièrement bien dotés en la matière. 1263 éoliennes, dont 505 dans le seul département de la Somme, et leur nombre pourrait plus que doubler dans les années à venir. Mais on ne peut pas en planter n'importe où. Il faut respecter le schéma régional éolien. En vert, les zones favorables. En orange, favorables sous conditions. En rouge, les emplacements des 1263 éoliennes. En dehors, c'est interdit. En fonction du vent, bien sûr, mais aussi des contraintes environnementales. Un peu plus loin, dans la même communauté de communes, une dizaine d'éoliennes sortent de terre. Là aussi, plusieurs parcs se côtoient. C'est l'ensemble que vous allez plugger sur la génératrice? Oui, c'est un levage hub complet. Donc les 3 pales dans les hubs et on installe tout dans un seul levage. D'accord. Une éolienne fournit la consommation annuelle de 4000 personnes. Une fois montées, ces machines culminent à 150 mètres en bout de pale. Il y a une dimension stratégique en fait. C'est une grande plaine agricole. Les premières habitations
sont au moins à 1 km dans toutes les directions. Donc on a un vaste plateau plat qui, touristiquement parlant, n'est pas très attractif, on va dire, et permet d'accueillir des éoliennes. Et on est en plein dans un pôle de densification. Maintenant, à quelques kilomètres d'ici, on a des paysages plus de vallées, etc., où là, on doit ne pas installer d'éoliennes pour créer des zones de respiration paysagère. Aujourd'hui, en France, l'éolien est confié à des promoteurs privés qui ont les mains libres pour installer leurs machines dans ces zones. Car depuis la loi Brottes, en 2013, les élus n'ont plus la main pour décider de leur emplacement. J'ai essayé d'expliquer que justement on ne gérait pas et qu'on était plus dans un côté au niveau de la com de subir l'implantation. Alors bien sûr, on nous répond que cette implantation, elle amène des ressources financières, les fameuses retombées fiscales que les sociétés éoliennes mettent en avant. Mais le fait de percevoir de l'argent ne doit pas autoriser tout. Chaque implantation est cependant soumise à enquête publique. L'avis du commissaire enquêteur n'a qu'un rôle consultatif et la plupart du temps, le préfet, car c'est la compétence de l'État, signe en faveur des projets. Sauf exception, comme ici à Baillonvillers, dans le Santerre. Une société lilloise voulait y construire 8 éoliennes. On est ici. Donc voilà, c'était sur cette partie-là, parce qu'en fait, c'est la seule partie favorable au projet éolien. La décision a été de dire à la société pourquoi pas. Mais avant de déposer votre demande en préfecture, votre dossier, on va le présenter aux habitants de la commune pour leur demander leur avis. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à avoir 8 éoliennes autour du village? Si les gens avaient dit oui, on veut ces 8 éoliennes, le conseil municipal se serait battu pour que ce projet se fasse. Et là, en l'occurrence, ça a été un non. Donc on a dit, on va tout faire pour que le projet ne passe pas. Et puis, dans le dossier, j'ai trouvé une faille. Projet refusé. Cette faille, c'est le mémorial australien de Villers-Bretonneux. Des milliers de tombes de soldats qui sont morts pendant la bataille de la Somme en 1917, un acte fondateur de la toute jeune nation australienne. Cette terre sacrée est en cours de classement à l'UNESCO et l'érection d'éoliennes à moins de 10 km l'aurait empêché. La mairie saisit l'ambassade, les habitants s'activent de leur côté. Ces chambres d'hôtes sont presque exclusivement fréquentées par des Australiens. C'est pas qu'ils sont anti-éoliens, mais ça les gênait par rapport à la terre de mémoire. Parce qu'il y a encore beaucoup de leurs aïeux qui n'ont pas été retrouvés, donc qui sont encore dans le sol. Et donc pour eux, on ne devait pas abîmer cette terre de mémoire. Évidemment, cette conjonction est rarissime, mais les habitants ne se sont pas privés de l'exploiter. On n'est pas fondamentalement contre les énergies renouvelables. On n'est pas contre l'éolien, on n'est pas des pro-nucléaires, mais un peu ça va, mais trop c'est trop. Vous voyez pas tout ce qu'il y a dans notre région là. On devait nous en installer devant, on devait nous en installer derrière. Il faut pas exagérer quoi. Les nuisances. Même si la perspective peut être trompeuse, une éolienne ne peut pas se trouver à moins de 500 mètres des premières habitations. L'autre principal reproche des riverains, c'est le bruit. Les contraintes sont cependant très strictes. Avant de construire un parc, on mesure un niveau sonore moyen. Après construction, le niveau ne pourra pas lui être supérieur de 5 décibels le jour et 3 la nuit. C'est très faible. Maintenant, les constructeurs d'éoliennes travaillent, eux, au profil des pales. Vous voyez peut-être derrière, il y a des petits peignes qui sont mis sur les bords de fuite des éoliennes. Ça, c'est une nouveauté pour les rendre encore plus silencieuses. Pour qu'on les voie de loin, l'aviation civile et les militaires imposent que toutes les éoliennes clignotent, blanc le jour, rouge la nuit. Mais si l'intensité est 10 fois moins forte la nuit, on pourrait réduire les nuisances, par exemple en éclairant plus vers le haut ou en les déclenchant seulement lorsqu'un avion approche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une exigence française, que dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus souples par rapport à ça, et qui, tout en maintenant un bon niveau de sécurité, eh bien, vont diminuer les gênes occasionnés vis-à-vis des riverains.
Pour mieux faire passer ces gènes, les pro-éoliens font de la pédagogie par l'intéressement. Certains proposent un financement participatif via une société spécialisée aux habitants à proximité de leur chantier. Et elle est réservée pendant 10 jours aux habitants de la commune, enfin de la communauté de communes. D'accord. Investir dans les énergies renouvelables, c'est présenté comme un livret de caisse d'épargne en mieux, avec un rendement entre 3,5 et 4%. Mais lui, il a des terres, donc il touche quelque chose, la commune, elle touche quelque chose, et avec le financement participatif, tout le monde touche. Tout le monde peut toucher quelque chose. Tout le monde touche. Tout le monde peut profiter des retombées économiques de ces projets. De manière générale, les éoliennes? Ils ne me gênent pas du tout, moi. Après, c'est affaire de goût. Hein. Vous en voyez depuis chez vous? Ah, plus qu'il ne faut. Hein. Je suis au pied des éoliennes. Qu'il soit pour ou contre les éoliennes, il faut savoir être persuasif avec le chaland. J'ai pas peur de discuter avec les gens qui sont contre. En général, les gens qui sont contre, ils ont quelques arguments qui sont pas toujours réalistes. Et puis voilà, on répond à leurs arguments, on démonte leurs arguments. Et en fait, c'est un peu l'un de nos objectifs aussi, c'est de faire de la pédagogie pour que ces arguments qui tiennent pas la route, on arrête de les entendre. Et vous, vos arguments sont financiers en l'occurrence? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein, si vous regardez notre phrase magique, notre phrase signature, c'est « Devenez acteur de la transition énergétique ». Et si les nuisances visuelles ou sonores n'étaient pas les seules? Cet agriculteur en est persuadé. Il y a encore 2 ans, il élevait des laitières dans la vallée de l'Authie. Un troupeau de 120 vaches, 300 bêtes au total. Dans le parc qui est là à ma gauche, c'était tout ce qui était vaches de préparation au vélage. À droite, c'était les petits veaux de 3 mois à 6 mois. Puis dans d'autres bâtiments où il y avait les vaches laitières et les génisses de plus de 6 mois. Quoi. Derrière le hangar, quelques vaches broutent encore pour entretenir les pâtures. Ce sont également des pièces à conviction. Car Yann Joly était favorable à l'installation d'éoliennes à proximité. Il en a même accepté une sur ses terres. Seulement voilà, avant la construction du parc, son troupeau fournissait 9000 litres de lait. Après 2011, mise en service des premières éoliennes, 7000 litres. 2013, nouveau parc d'éoliennes, on tombe en dessous de 5000. Avec des animaux qui ont commencé à avoir des problèmes de reins, de foie, et qui ne buvaient plus du tout, quoi. Il y a un géologue qui est venu et qui nous a expliqué la corrélation entre le parc éolien et l'exploitation agricole, qui est liée aux rivières souterraines. Elle est le fil conducteur, quoi. C'est le fil de cuivre qui nous emmène tous les méfaits des éoliennes, aussi bien les vibrations, les ondes, les infrasons, les ultrasons, et aussi les déperditions électriques. Il fait faire des études, des analyses. Pour lui, c'est sûr, les éoliennes sont la cause de ces déboires. Alors, Yann se résout à vendre son troupeau et les installations qui vont avec. Il licencie son salarié. C'est très compliqué, oui. Enfin, moi, j'ai été, je dirais, pendant 1 an où j'ai pas rentré dans la salle de traite. Enfin, quand les tapis sont partis, enfin, quand la salle de traite est partie, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. On est démunis quand même, quoi, parce que c'était pas mon choix de vie. Aujourd'hui, je deviens indirectement un petit peu salarié, quoi, où j'étais patron sur une entreprise qui fonctionnait bien avec un salarié, quoi. Yann Joly a confié ses intérêts à un avocat du barreau d'Arras, comme des dizaines d'autres personnes en France, qui se plaignent de nausées, d'insomnie, de migraines, ce qu'on appelle le syndrome éolien. Pour leur défense, l'avocat s'appuie sur des rapports d'experts indépendants ou d'agences nationales de santé publique. Voilà, on lui dit ceci, l'agence recommande de compléter les connaissances liées aux expositions et de poursuivre les recherches sur les relations entre santé et exposition aux infrasons et basses fréquences. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête la construction d'éoliennes. Au fur et à mesure des dossiers qui m'ont été présentés, j'ai relevé qu'un véritable problème de santé se présentait. Et j'ai la conviction profonde, je peux me tromper, hein, mais j'ai la conviction profonde qu'on est dans un système, dans une situation comparable à ce qu'on a connu avec l'amiante. J'en suis convaincu. Pour l'instant, aucun jugement n'a été rendu dans ce sens. Les professionnels de l'éolien balaient ces arguments d'un revers de palle. Pour eux, leur machine ne présente aucun danger de santé majeur. La marche forcée vers la transition énergétique ressemble fort à un combat du pot de terre contre le pot de fer. Malheureusement, nous n'avons bien évidemment pas le financement nécessaire pour aller au tribunal sur
contre différents projets. Déjà, un projet va nous coûter relativement cher, mais il est bien évident qu'aller au tribunal sur 3 ou 4 parcs en même temps, c'est des procédures beaucoup trop lourdes pour des villageois en fait. Si c'était une société publique, pourquoi pas? Que là, c'est des sociétés privées et elles ont énormément d'intérêts financiers. Ça, on l'a vu par rapport aux contraintes qu'on a eues, par rapport aux pressions. C'était pour eux que l'argent qui primait dans ce projet. On est face à un enjeu climatique qui est très important et je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de l'importance de cet enjeu climatique. Et à partir du moment où on a vraiment intégré ça, eh bien, après, la question de savoir si on voit une éolienne depuis son habitation ou pas devient annexe en fait. Moi, j'ai pas les moyens de quitter les lieux, mais quelles seront les conséquences pour moi et ma famille dans les années à venir, quoi. Puisque si ça empêche la vache de boire, quelle incidence ça va avoir sur ma santé? Voilà pour cet éolien qui fait l'actualité puisqu'il est au cœur d'un débat public sous tension en ce moment en Picardie avec un projet de parc éolien offshore au large du Tréport. Manifestation, vous le voyez, et mobilisation contre ce projet qui prévoit l'implantation de 62 mâts à 15 km de la côte. Alors ses opposants le jugent néfaste pour l'environnement, pour le tourisme et donc pour l'emploi. Ce projet fait polémique depuis 10 ans. Le parc naturel marin s'est prononcé contre. Une première victoire pour les frondeurs. Reste à connaître l'avis de l'instance supérieure, l'Agence française pour la biodiversité. Verdict le 27 novembre prochain, avant le lancement d'une enquête d'utilité publique courant 2018. Et c'est le moment de rejoindre notre première invitée en duplex de nos studios de France 3 Grenoble, Delphine Eslan. Bonjour. Alors j'explique pour nos téléspectateurs que vous êtes à Grenoble pour une réunion de travail, mais vous êtes chargé de mission et responsable de la participation citoyenne à la métropole européenne de Lille. Alors, entre autres initiatives, vous êtes à l'origine de la mise en place d'une plateforme participative sur Internet. Ça s'appelle « Je Carticipe ». Alors c'est une dénomination pour le moins originale. Voulez-vous nous en expliquer le principe ? Alors, Je Carticipe, c'est une cartographie interactive que l'on a mis à disposition des citoyens métropolitains dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme. Donc, via cet outil, les métropolitains avaient la possibilité de déposer un commentaire, une proposition pour enrichir le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, il y avait différentes thématiques qui étaient à leur disposition. Ils pouvaient déposer une idée en matière d'habitat, de développement économique, de déplacement, de mobilité, d'environnement. Voilà, donc l'idée déposée, elle était visible par les autres internautes qui avaient la possibilité de voter. Et puis surtout, ce qui était intéressant, ils avaient la possibilité aussi de commenter l'idée, de dire, ben voilà, moi je suis d'accord, pourquoi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, pourquoi je ne suis pas d'accord, et donc de créer les conditions de débat et d'enrichissement des propositions qui étaient en ligne. Alors vous parlez d'enrichissement de propositions, de débat, Delphine Eslan. Combien justement de participation avez-vous recueilli? Quel a été le niveau de contribution auquel les riverains concernés ont pu contribuer? Alors, sur l'outil Carticipe, on a eu presque 3000 propositions qui ont été déposées en ligne et ça représente à peu près 2/3 des contributions que l'on a pu recueillir dans le cadre de la concertation sur le plan local d'urbanisme. En fait, on a déployé cet outil de manière complémentaire avec des réunions publiques, des ateliers, des interpellations d'habitants dans l'espace public. L'objectif pour l'AMEL, c'était au moment de la phase d'élaboration du technique et politique du document, donc avant qu'il soit arrêté, de pouvoir l'enrichir avec la manière dont les métropolitains pratiquent, vivent le territoire et la manière dont ils envisagent la métropole de demain. Oui, parce que vous le dites très justement, ces forums, ces plateformes n'ont pas pour vocation de remplacer les réunions publiques. Quel type d'informations avez-vous recueilli et surtout dans quelle mesure les avis des uns et des autres ont-ils pu être pris en compte, en considération dans les projets concrètement réalisés ? Alors sur l'outil Je Carticipe, on a des contributions de différentes natures. Par exemple, on a beaucoup de contributions qui
sur le retour de la nature en ville et le besoin exprimé d'avoir plus d'espaces verts en proximité. Par exemple, des propositions de végétaliser telle ou telle façade, d'avoir des ruches sur les toits, de jardins partagés en proximité en cœur urbain. Et ça, très concrètement, ce besoin, cette expression du retour de la nature en ville a été traduit dans le plan local d'urbanisme par des outils réglementaires qui permettront, par exemple demain, d'augmenter la part des espaces végétalisés dans les projets d'aménagement ou de garantir la préservation de jardins familiaux en espaces agricoles, comme des respirations urbaines et vertes dans le tissu de la métropole. Delphine Eslan, c'est ma dernière question, mais vous parliez de dispositions réglementaires. Est-ce que ces plateformes pourraient avoir, à l'avenir, dans un futur proche, vocation à remplacer les enquêtes d'utilité publique ? Alors, les enquêtes publiques, ce sont des dispositifs qui sont encadrés réglementairement, donc ils n'ont pas vocation à remplacer, mais surtout vocation, pour moi, à compléter. Ce qui est important, et je pense que je peux finir sur ça, c'est la complémentarité des dispositifs qui sont mis à disposition des citoyens dans un processus de concertation. Derrière un outil numérique, on est par définition seul. Or, la concertation, ce n'est pas ajouter des expressions individuelles, mais c'est comment, à partir des expressions individuelles, on crée les conditions du débat, on se fait rencontrer les gens, je dirais physiquement, pour créer le débat, co-construire des propositions et finalement aller dans le sens de l'intérêt général, puisque c'est bien là le sens de l'action publique et la finalité de ces outils de concertation. Merci beaucoup Delphine Eslan d'avoir bien voulu être avec nous dans cette enquête de région pour nous présenter et nous proposer ce dispositif Je Carticipe. Merci beaucoup pour toutes ces explications et nul doute que votre plateforme aurait eu du succès auprès de ces riverains dont nous allons parler à présent. Alors eux, eh bien, ils travaillent à la ville, mais ils ont choisi de vivre à la campagne, à Euringhem, dans le Pas-de-Calais, pour son air pur tout simplement ou encore pour son atmosphère bucolique. Alors autant dire que l'installation d'une ferme industrielle d'élevage de porc ne les a pas franchement réjouis. Leur mobilisation n'a pas empêché le développement du projet, mais aujourd'hui, de nombreuses questions se posent sur la santé, sur la valeur immobilière ou encore sur les solutions alternatives à l'élevage intensif. Pour eux, visiblement, et vous allez voir, le bonheur n'est plus dans le pré. Pas de lisier au bout de mon jardin. C'est une enquête signée Yves Azernal et Jean-Marc Vasco. Quitter la ville pour la campagne, un rêve devenu réalité pour Guy. À la retraite aujourd'hui, cet ancien chauffeur poids lourd espérait couler des jours heureux sur son petit lopin de terre. C'était sans compter sur l'arrivée de cette porcherie industrielle et de ses champs d'épandage. Juste derrière moi, c'est une zone d'épandage. C'est une des zones d'épandage, c'est-à-dire que là, on va prélever le lisier qui est dans les fosses, la fosse extérieure, et on va venir en déverser une partie près de chez moi. C'est ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire qu'on va respirer les odeurs au long de l'année de déjection porcine, et une fois de plus, après, on va venir les enfouir ici. La porcherie industrielle se dresse à quelques centaines de mètres à peine de chez Guy, mais impossible de filmer les locaux. Sa propriétaire a refusé de nous recevoir. Le village d'Euringhem et sa porcherie, c'est une longue histoire. Tout débute quand Aurélie Brideau, la propriétaire, décide de s'agrandir. En 2012, elle nous reçoit dans sa ferme au centre du village. À l'époque, l'agricultrice ne possède qu'une centaine de truies dont elle vend les petits. Dans son nouvel établissement, elle prévoit de doubler son cheptel et d'engraisser les porcelets jusqu'à 110 kg. De familiale, la porcherie devient industrielle. L'établissement aura une capacité de 4500 porcs. L'annonce fait l'effet d'une bombe dans le village. Donc l'ordre du jour, ça va être comme d'habitude un petit point rapide sur Ève, où est-ce que l'on en est, au niveau financier et puis au niveau nombre d'adhérents. On est à 395. Ève, c'est le nom de l'association créée par des habitants de la vallée pour s'opposer à l'extension de la porcherie, une association qui a compté jusqu'à 1000 adhérents. Il y aura une petite manifestation sur place. Toute la population d'Euringhem s'est réunie dans le village
Et on a discuté, c'était au moment de l'enquête publique. Et c'est vrai que personne n'était content de voir une porcherie industrielle s'installer dans le village. Et j'ai trouvé ça complètement aberrant. Parce que moi, je suis enseignant, et depuis quelques années, on insiste dans tous les programmes sur le développement durable, etc. Et là, je me retrouve dans ma commune, pratiquement, avec un élevage industriel. C'est une réunion préparatoire pour l'organisation. À la tête d'Ève depuis 5 ans, Jean-Michel Gédrazac. C'est vers ce médecin que les habitants, inquiets pour leur santé, se sont tournés pour les représenter. Pourquoi pas le député. Voilà, un petit peu tout ça que l'on va voir de manière un petit peu rapide. Une porcherie industrielle, pour moi, c'est un condensé de tous les problèmes environnementaux de la planète quasiment. D'abord, c'est pas une ferme, c'est une usine. On fait de l'intensif, on met des intrants, de l'engrais, des pesticides, etc. Ça entraîne pollution, ça entraîne des tas de phénomènes au niveau santé, au niveau environnemental, au niveau du bien-être animal. Alors Ève attaque en justice. Juillet 2012, première requête contre le permis de construire. Mars 2013, manifestation des riverains contre la pollution qu'engendrerait la porcherie. Le monde agricole n'est pas en reste. Juin 2015, les éleveurs organisent une marche de soutien pour leurs collègues. Au final, la justice comme l'administration donnent raison à la porteuse du projet Aurélie Brideau. En mars, les premières truies arrivent dans la nouvelle porcherie. Des années qui ont marqué le mandat du maire du village. Alors, nous nous trouvons ici, rue de Saint-Omer. D'accord. Oui. Et la porcherie qu'on voit là-bas, elle est... Elle est ici. D'accord. Voilà. Donc à quelques mètres près, ça n'aurait pas été votre problème. À quelques mètres près, c'est la commune d'Eck qui aurait géré le projet. Le maire s'est toujours opposé à cette porcherie. Pour Euringhem, ce qui pose problème, c'est la présence de nappes phréatiques sur le territoire de la commune. Donc il y a porcherie veut dire lisier, lisier veut dire épandage, épandage veut dire infiltration, et infiltration veut dire possibilité de pollution des nappes phréatiques, parce que ce sont des champs captants d'eau potable. Il faut dire qu'à Euringhem, tout a changé en 30 ans. Fini le bourg agricole, place au village résidentiel où il fait bon vivre. Ce sont des gens qui viennent pour une qualité de vie. Hein. C'est pour ça qu'on pourrait presque appeler notre village un village dortoir. Hein, parce que ce sont des gens qui travaillent le jour, travaillent à l'extérieur du village, et reviennent le soir, bien sûr, et le week-end, ils profitent de la campagne. Des habitants venus respirer un air sain, bientôt un lointain souvenir pour Jean-Michel Gédrazac, en cause les polluants qui seront dégagés par la porcherie. Tout le monde pense que les particules fines, c'est essentiellement dû aux véhicules diesel. C'est vrai, ça joue un rôle important, mais l'ammoniac qui est dégagé par les élevages industriels joue un rôle encore plus important. 50% des particules fines qui existent dans l'atmosphère en général et en moyenne nécessitent la présence d'ammoniac dans l'atmosphère. Dans la région, plusieurs projets d'établissements agricoles industriels sont remis en cause par des associations de riverains. Tous les éleveurs concernés ont refusé nos demandes d'interview. Pour Jean-Christophe Ruffin, leur représentant dans le Pas-de-Calais, les exploitations familiales n'ont d'autre solution aujourd'hui que de se tourner vers l'élevage intensif. Je revendique de gagner ma vie avec mon exploitation. On est ici sur une exploitation qui est sûrement de taille correcte, importante peut-être même, mais qui permet de faire vivre 2 ménages, mais juste 2 ménages, quoi. Aujourd'hui, une exploitation qui est trop petite ne permet pas à l'agriculteur d'avoir un niveau de vie qui, à mon sens, suffisant, quoi. Cette taille permet déjà premièrement de répondre à la normalisation, toutes ces normes qu'on nous impose en France, tous ces critères qui amènent à une qualité, qui amènent à un bien-être aussi animal. Même un porc dans un établissement industriel ? Ah, ils sont bien mieux logés que l'étaient les porcs d'il y a 25 ou 30 ans. Je pense qu'il y a de la part de ces associations
Peut-être méconnaissance. Méconnaissance, c'est le terme. Je cherchais un terme qui ne soit pas. Il y a une méconnaissance de l'agriculture d'aujourd'hui. Alors, des échalotes. Des solutions alternatives existent pour Jean-Michel, comme les AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Tous les jeudis à Horinghem, un agriculteur des environs vient distribuer des caissettes de fruits et légumes bio. L'ensemble des consommateurs sont des adhérents d'Ève. Oui, c'est un acte militant, bien sûr, parce que ça permet de pouvoir montrer qu'il y a autre chose que l'agro-industrie, montrer que l'on peut faire autrement. Et c'est surtout aussi aider les petits producteurs locaux qui font une agriculture de qualité, sans intrants, sans pesticides, sans trop d'engrais. Une nourriture saine pour nous, pour les enfants. Voilà. Pour Jean-Michel, le combat contre la porcherie n'a pas été un échec. Ève a limité fortement son impact. Le projet serait 2 fois moins important que prévu et l'épandage se fera par injection dans le sol. Des avancées, oui, mais insuffisantes pour Guy. Si demain je mets ma maison en vente, qui est-ce qui va me l'acheter? Mais personne, il n'y a personne qui va venir acheter une maison à quelques centaines de mètres d'une porcherie industrielle. Vous pensez partir? Oui, c'est clair. Ça va pas être facile, mais je vais devoir partir. Parce que je ne vais pas pouvoir vivre avec des odeurs de déjection porcine. Ça, c'est juste impossible. Pour Ève, le bras de fer continue. Les adhérents s'attaquent cette fois à la conformité des travaux. Dans toute la France, d'autres associations de riverains se montent contre des projets agricoles. Beaucoup font appel à Jean-Michel pour son expertise et son expérience. Voilà pour cette nouvelle illustration du thème de cette émission. Alors, sommes-nous tous frappés par le syndrome NIMBY? Construisez où vous voulez, mais pas chez moi. Pour aller plus loin, nous retrouvons en duplex Myriam Bachir. Bonjour, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Picardie-Jules Verne, spécialiste de la démocratie participative. Alors, ce syndrome NIMBY, est-ce grave, docteur? Non, c'est au contraire une manifestation d'une démocratie saine et en bonne santé. En tous les cas, les reportages le montrent en tous les cas une revendication de culture participative. Là, le reportage, enfin chacun des exemples montre qu'on est en présence d'initiatives citoyennes qui partent au départ d'intérêts particuliers, mais qui très vite, et on le voit dans chacun des exemples, eh bien, sont amenées à développer un point de vue plus collectif, un point de vue plus global, à développer une expertise et finalement à s'approprier collectivement une question qui au début était que personnelle ou privée. Alors, Myriam Bachir, cette démocratie participative, est-ce que ça veut dire que le citoyen doit toujours l'emporter à la fin? Alors, je crois qu'on est vraiment très très loin de la tyrannie du populaire ou de la dictature du plus grand nombre. Et pour remettre un petit peu les choses en perspective, je crois qu'en matière de démocratie participative, il y a un réel contraste entre les discours et la pratique, puisque très globalement, la plupart des dispositifs mis en place sont d'initiatives soit gouvernementales, soit politiques. Donc il y a très peu d'initiatives par le bas. Ensuite, que ce soit l'enquête publique ou d'autres familles de procédures, on se rend compte que ces procédures sont très rarement contraignantes pour les pouvoirs publics. Mais pardonnez-moi, Myriam Bachir, mais est-ce que ça signifie que l'élection ne suffit plus finalement à légitimer les décisions de ceux qui ont été désignés? En tous les cas, c'est ce que tente à montrer la multiplication de ce type de procédures. On peut penser, et c'est là un risque, que ce type de procédure serait un petit peu des sortes de passage obligé, de forme de légitimation de l'action publique. Et derrière cette légitimation, il risque d'y avoir une instrumentalisation de la participation citoyenne et la démagogie n'est pas très loin. Lorsque on commence effectivement à uniquement s'intéresser à la forme au détriment bien des conclusions, puisque autre point commun de nombre de ces procédures, c'est effectivement
le fait qu'elles sont très rarement suivi d'effets concrets dans la décision publique. Alors Myriam Bachir, j'ouvre une petite parenthèse pour signaler que bien le phénomène NIMBY a d'autres déclinaisons, il en a de nombreuses d'ailleurs, dont je vous livre par exemple 2 exemples. Alors il y a à côté du phénomène NIMBY le phénomène NIMTO, traduction de Not in my term office, utilisé par les élus, qui signifie pas pendant mon mandat. Ou alors un autre acronyme un peu plus amusant, BANANA, en anglais Build Absolutely Nothing Anywhere near anything. Ne construisez absolument rien, nulle part, près de quoi que ce soit. Alors ça, c'est la version évidemment la plus extrême, et je vous invite à découvrir d'autres acronymes du genre sur Internet, comme NAMBY, SOBY ou PIBY, c'est assez amusant, et on pourrait y passer du temps. Alors, Myriam Bachir, vous dites, vous, qu'il y a 4 stades dans le processus de démocratie participative. Il y a l'information, la consultation, la codécision et la construction. Où en sommes-nous, nous, en France? Et y a-t-il des démocraties, des modèles où cette démocratie participative est plus avancée que chez nous? Bien, en fait, la plupart des études de sociologie politique montrent que, quelles que soient les procédures, dans le cadre hexagonal, on se situe principalement dans les 2 premiers niveaux, voire principalement dans le premier niveau, à savoir une information ascendante et une information descendante, mais parfois au niveau de la consultation, surtout au niveau local et notamment sur des projets micro-locaux. Ça peut fonctionner parfois sur des projets d'aménagement, mais vraiment de proximité. On est très loin de la négociation et encore plus de la co-construction, nouveaux principes énoncés dans une loi de 2014, notamment dans les quartiers populaires. Par rapport à d'autres réalités, comme par exemple le Canada ou le Brésil, en tout cas le Brésil du Parti des travailleurs, de Lula, qui avait développé notamment des projets, des budgets participatifs qui permettaient donc dans les quartiers populaires, notamment dans les favelas, à des collectifs de pouvoir donc faire des propositions concrètes avec un budget et donc de participer concrètement au sens de l'action publique. Parce que derrière tout ça, en fait, ce ne sont pas que des questions techniques. On le voit bien dans les reportages que vous avez diffusés. Toutes ces questions, elles touchent quand même à la question du vivre en société et du partage de l'espace de vie. Et les citoyens, malheureusement, les habitants, sont trop souvent dépossédés. Effectivement, Myriam Bachir, si cette parole n'est pas prise en compte suffisamment, que se passe-t-il? C'est finalement un outil à double tranchant que cette démocratie participative. En 30 secondes, s'il vous plaît. C'est un outil à double tranchant, c'est un outil effectivement très sensible, très risqué, parce qu'on propose aux personnes, on les sollicite des habitants, on leur demande du temps, et le risque, si la répétition de cette non prise en compte, de cette non reconnaissance, eh bien, risque de détourner les personnes de la sphère politique, des institutions, voire de les amener à un repli vers eux-mêmes, de céder peut-être parfois aux sirènes du populisme, voire de l'extrême droite. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Myriam Bachir d'avoir bien voulu nous apporter toutes ces réponses. Au moins vous avez trouvé une vertu dans ces phénomènes NIMBY. D'abord effectivement une réaction où on protège l'intérêt particulier, puis une réflexion où là on prend conscience de l'intérêt collectif. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission. Voilà, Enquête de région touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez revoir Enquête de région sur Internet à l'adresse suivante hdf.france3.fr. À très bientôt pour une nouvelle Enquête de région.